Hello Hassan. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler optimisation fiscale pour les agents immobiliers. Grosso modo, c'est donc leur faire gagner de l'argent grâce à une optimisation de leur comptabilité, hein, c'est bien ça? En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Bon, mais du coup, avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter? Et donc, je m'appelle Hassan Ayed, je suis expert comptable conseil fiscal. Je dirige un cabinet du nom de Catalyst qui est spécialisé dans l'optimisation fiscale de profils indépendants et en société également, avec un accent sur tout ce qui est patrimonial. Et donc, on a beaucoup d'agents immobiliers qui sont clients chez nous. Bon, écoute, parfait. Du coup, si tu dis que tu as quand même pas mal d'agents immobiliers qui sont clients, quelles sont les erreurs courantes les plus fréquentes que tu observes parmi tes clients? Alors, ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a une méconnaissance des règles du jeu, si on peut les appeler comme ça. Ça veut Mhm. dire que qu'est-ce que c'est la TVA? Quels sont les impôts qu'ils vont devoir supporter? Comment se calculent les cotisations sociales? Mhm. On remarque au cabinet qu'une fois qu'on leur a donné notre session d'onboarding, comme on appelle ça, donc c'est vraiment une heure quart de notions comptables à donner à nos clients, euh, les clients qui sont dans notre base de données qui ont eu cette session ont un taux d'imposition plus faible que les autres. D'accord, Donc, donc simplement sur 1 heure et demie, tu peux déjà gagner de l'argent. déjà connaître les règles du jeu, et Mhm. c'est pas non plus une session de 8 heures, hein, mais donc en une heure et demie, on arrive déjà à leur faire comprendre pas mal de choses, éclaircir certains concepts. Donc ça, c'est D'accord. la première chose. La deuxième chose, c'est une gestion, en tout cas chez les agents immobiliers, parfois une gestion de leur trésorerie un peu chaotique, parce que parfois ils reçoivent forcément des montants qui sont TVA comprises, clairement, hein, Mhm, donc mhm. leur activité est soumise à TVA. Et donc, ils se retrouvent un peu sans visibilité par rapport à leur TVA trimestrielle et donc ils doivent aller rechercher dans certains fonds pour payer leur TVA. Donc c'est vraiment une mauvaise utilisation, une mauvaise planification, si je peux dire, de leur paiement, de leurs prochaines échéances. Mhm. Et c'est pour ça qu'au cabinet, on a développé certains outils, notamment Accountable. Troisième élément, on a un mélange des dépenses privées et professionnelles. Donc on va parfois tenter de déduire certaines choses qui sont trop privées et parfois oublier de déduire certaines choses qui sont totalement professionnelles. Donc D'accord. idem, la connaissance permet d'avoir une meilleure optimisation. D'accord, OK, du coup, je résume. Finalement, une méconnaissance des règles du jeu de base, une trésorerie qui n'est pas toujours bien, gérée et puis ne pas savoir ce qu'on peut ou non, déduire, c'est bien ça? Exact. OK. C'est quoi finalement, selon toi, les principaux enjeux fiscaux et administratifs spécifiques aux agents immobiliers? Bah, en fait, les enjeux fiscaux, encore une fois, dans le pays le plus taxé du monde, ça va être de réduire sa pression fiscale. Mmh, Donc mmh. l'enjeu, c'est vraiment gagner des sous. D'accord. Deuxièmement, avoir une meilleure planification de sa trésorerie permet de pouvoir payer ses échéances à temps et donc d'éviter les amendes, les majorations et les intérêts de retard. Donc, D'accord. idem, on gagne de l'argent en payant à temps, en ayant une meilleure prévision. Ensuite, c'est vraiment, et c'est peut-être anticiper en fait, je veux dire les enjeux fiscaux, c'est que si on a une visibilité sur ces échéances, on peut peut-être anticiper. La vie d'un agent immobilier parfois fluctue d'un point de vue chiffre d'affaires. On a Mmh. bien vu à la sortie du Covid, où on avait vraiment un marché qui s'est emballé et on avait des agents immobiliers qui gagnaient vraiment pas mal de sous sur des moments qui étaient assez courts. Ça s'est un peu plus étalé et donc il faut pouvoir anticiper ces périodes, on va dire, un peu plus creuses, si je peux dire. OK. Et donc une meilleure gestion de sa trésorerie aide à supporter ce genre de petites secousses-là. De nouveau, toi qui as une, connaissance assez large du statut d'agent immobilier, finalement, c'est quoi leur statut juridique idéal pour un agent immobilier indépendant? Je pense indépendant en personne physique ou se placer en société. J'imagine qu'il doit y avoir un momentum pour passer de l'un à l'autre. Alors, c'est une question qui revient souvent, en Mhm. effet. Alors, je pense que tu parlais des enjeux juste avant. Effectivement, un des enjeux d'avoir une comptabilité bien tenue et une visibilité sur ces échéances, c'est aussi savoir connaître le fameux momentum pour passer en société. Mhm. Si on récapitule peut-être un peu enfin, en tout cas, les différentes options qu'on va avoir, si on reprend un peu ces éléments-là, donc on a effectivement la partie en personne physique, donc on peut commencer en personne physique. Alors si on regarde les avantages, c'est très rapide et ça coûte pas cher de se lancer en personne physique. Pas Globalement, on va cher, ça veut être. dire quoi? Alors pas cher, c'est des frais légaux uniquement. Donc on va Mhm. avoir 105 euros environ de frais de guichet d'entreprise et plus ou moins 60 euros pour activer la TVA. Il n'y a pas de capital de démarrage nécessaire Mhm. et on a vraiment une comptabilité et une charge administrative assez légère. D'accord. D'accord. D'un point de vue négatif, des inconvénients, on va avoir une pression fiscale et sociale assez élevée.
avec les tranches d'imposition en Belgique, on paye déjà presque 53,5% d'impôts à partir de 46 000 euros de base imposable. Donc on y est Donc vite. on y est assez vite, mine de rien. Et on n'a aussi pas de distinction entre son patrimoine privé et professionnel lorsqu'on est en indépendant personne physique. Alors, ça, c'est vraiment les éléments de base, le socle sur lequel on peut définir les statuts. De l'autre côté, on va avoir une société. Et donc ça, c'est outre le choix de la forme de la société, là où 95% des personnes vont choisir une société du type SRL, une société à responsabilité limitée. Il y a d'autres formes, et on peut y venir un peu plus en détail par la suite, mais globalement, on va souvent choisir la SRL. Là, on va avoir comme avantage, on va pouvoir protéger son patrimoine privé du patrimoine professionnel. Donc globalement, si il y a un souci dans le cadre de son activité, j'avoue que chez les agents immobiliers, c'est assez léger, mais mine de rien, admettons qu'il y ait vraiment quelque chose de grave qui puisse se passer, on va vraiment, grâce à la société, mettre une barrière entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel. Donc le fisc ne peut pas venir chercher dans ton patrimoine personnel, c'est bien ça? Exactement, on ne viendra jamais chercher la télé dans son salon, elle sera protégée à tout moment. Dans une société, on peut intégrer aussi des notions d'association. Donc, on peut se réunir à plusieurs, on peut avoir des associés dans une société, ce qui en personne physique est plus compliqué parce qu'on est responsable avec son propre nom seul, on va dire ça comme ça. Tu dis plus compliqué, mais c'est possible. Alors, on pourrait avoir des associations de personnes physiques, mais pour le coup, encore une fois, on accumulerait pas mal d'inconvénients. Et donc, la réalité, c'est que on s'orienterait de toute façon très rapidement vers les sociétés. Dans les autres avantages, on a la pression fiscale qui diminue fortement en société parce que mécaniquement parlant, une société va être taxée à 20% sur son bénéfice, 25% si on dépasse 100 000 euros de bénéfices. Mais donc, par rapport aux 53,5% de la tranche d'imposition marginale en personne physique, la société, on est à 20 à 25% dans le pire des scénarios. Donc déjà, mécaniquement, on a cet élément-là. Et on a aussi une logique de cotisation sociale qui est intéressante. Ça veut dire que en personne physique, on va payer des cotisations sociales sur l'ensemble de son activité, or qu'en société, on va payer des cotisations sociales uniquement sur le salaire qu'on va définir soi-même. Donc on a vraiment mathématiquement un avantage financier à passer en société de par cet élément-là. J'ai plein de questions qui me viennent en tête, mais je crois que je vais te les poser graduellement. D'accord. Et alors, pour passer aux inconvénients de la société, parce qu'il y en a quand même, on a des formalités de constitution et des coûts qui sont plus importants. Il faut passer chez le notaire, il faut aussi préparer un plan financier, avoir vraiment pas mal de petites choses qui sont prêtes, même si chez Catalyst, on aide et on assiste nos clients évidemment dans ces éléments-là. Et alors, on a une comptabilité qui est un peu plus lourde parce que c'est ce qu'on appelle une comptabilité en partie double. Il doit y avoir un actif, un passif, un compte de résultat dans la comptabilité de la société, là où en personne physique, comme je l'ai mentionné, c'est beaucoup plus light. Ok. Et on parlait de momentum pour préparer cette question, mais du coup, tu parlais de quoi? 46 000, c'est selon toi finalement le moment où tu pourrais te dire, ok, là je vais commencer à conseiller mes clients à passer en société, ou il y a d'autres éléments qui doivent rentrer en compte en fonction des avantages et des inconvénients que tu viens d'évoquer? Alors, pour les agents immobiliers, 46 000, c'est la tranche marginale d'imposition à l'impôt des personnes physiques. Ça veut dire que si tu es à 46 000, globalement, ce n'est pas encore le moment de passer en société. Parce que tu viens juste à peine de flirter avec les 53,5, ce n'est pas encore le moment. D'accord. Donc ensuite, je vais ajouter une notion qui va être la situation personnelle de l'agent. S'il est marié, s'il a des enfants, si son compagnon, sa conjointe travaille, donc a des revenus professionnels propres ou non, ça, ce sont des éléments qui vont déterminer ce qu'on appelle les quotités exemptées d'impôts, qui vont permettre de retarder en fait le moment à partir duquel c'est intéressant de passer en société. Donc globalement, en Belgique, le pire des scénarios fiscaux, c'est le célibataire sans enfant. Parce qu'il y a vraiment très peu de quotités exemptées d'impôts, et donc lui, il va toucher très rapidement ce taux marginal. Donc lui, il risque de passer en société plus rapidement que quelqu'un qui a 4 enfants et dont l'épouse ne travaille pas. Ok, d'accord. Très clair. De par les quotités. Et donc, si on doit maintenant arrêter un montant, parce que souvent c'est une question qui revient, les simulations montrent qu'à partir de 65-70 000 euros de bénéfices, donc en personne physique, bénéfices, je veux dire les commissions qu'on a facturées, donc son chiffre d'affaires, moins tous ses frais professionnels, moins les cotisations sociales. Si on arrive à être aux alentours de 65 000, 70 000 euros, ça veut dire qu'on est déjà bien loin dans la tranche marginale d'imposition, et donc passer en société, malgré les coûts de constitution et les coûts de comptabilité plus lourds,
sera intéressant. Et c'est d'ailleurs une simulation qu'on a préparée ici, à ta demande d'ailleurs, au cabinet. Et donc, si on la reprend à l'écran ensemble, ce que je présente ici, c'est vraiment une simulation d'un agent immobilier qui va facturer 100 000 euros de commission sur l'année, qui va avoir des frais professionnels pardon, aux alentours de 15 000 euros et qui va payer des cotisations sociales aux alentours de 14 900, disons 15 000 euros. Il va se retrouver avec une base taxable de 70 000, donc pile au moment ce que je t'expliquais, hein, donc entre 65 et 70 000. Et donc, il va payer en personne physique, donc disons qu'il est célibataire et sans enfant, aux alentours de 28 000 euros d'impôts. Alors, les frais optimisés, c'est quoi? On sait tous très bien qu'il y a une partie des frais qu'on a en privé qu'on va considérer comme étant partiellement professionnels. Et donc, dans notre simulation, on en tient compte pour vraiment pouvoir comparer les choses comparables. Et donc, on arrive sur un montant net à la fin de l'année qui reste dans sa poche. Donc, on part de 100 000 et on arrive à 38 646 euros. Donc, on voit qu'il a une pression fiscale et sociale où il a payé un total de 43 350 euros sur l'année. On prend exactement les mêmes chiffres et on les reprend maintenant en société. Et donc, on part toujours du même chiffre d'affaires, 100 000 euros. On intègre les frais de comptabilité, les frais de constitution, les frais de gestion de secrétariat social, ce genre de choses, qui sont ici évalués aux alentours de 4 200 euros. On reprend les mêmes frais professionnels, 15 000. Et à ce moment-là, on va pouvoir, dans la société, déduire son propre salaire. Ouais. Okay. Donc, ce qui nous permet de faire un petit aparté sur la colonne que tu vois ici à droite, sur les 45 000 euros de salaire. Là, à ce moment-là, on va payer uniquement sur ce salaire-là les cotisations sociales de 7 800 euros. Donc déjà, par rapport à la version précédente où on payait 14 900 euros de cotisations sociales en personne physique, en société, on ne paye plus que 7 880. Donc On a divise déjà par deux. une première économie assez intéressante, en tout cas génératrice de cash flow. Donc, toujours sur la partie salaire, on va payer ses impôts et on va avoir différents petits avantages. Et donc, globalement, on va passer d'un salaire brut de 45 000 euros à un salaire net dans sa poche aux alentours de 24 000 euros. À savoir que, encore une fois, c'est une simulation un peu simpliste qui représente un peu le pire des scénarios. Pourquoi? Parce qu'on peut encore optimiser cette rémunération avec des chèques repas, avec des indemnités de déplacement, ce genre de choses. D'où l'avantage de finalement travailler avec un expert comptable. Alors ça, de toute manière, pour gérer une comptabilité, il est fortement conseillé de passer par un expert comptable qui va pouvoir assister et orienter en tout cas les optimisations fiscales. C'est un peu des fausses économies, non? Quand on se dit, OK, de base, OK, je suis en personne physique, je vais couper sur les coûts d'un expert comptable justement pour m'éviter ce genre de frais, je vais juste faire ma comptabilité moi-même. Au final, globalement, le delta que tu peux créer justement avec ce genre de conseils va être assez vite récupéré par rapport à ta rémunération. Alors, totalement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en personne physique, même si ce sont des obligations plus simplifiées, nous, au cabinet, on a un forfait annuel qui va couvrir nos honoraires, qui va couvrir toutes les obligations déclaratives, mais qui va surtout, et c'est le plus important, permettre en fait d'organiser des réunions trimestrielles ou semestrielles. C'est un peu la variabilité qu'on a avec les clients en fonction de leurs besoins. Et lors de ces meetings, on va aborder les optimisations fiscales. Donc, globalement, si tu te retrouves avec 28 000 euros d'impôts à payer, mais que personne ne te le dit au cours de l'année, et que tu te retrouves l'année d'après avec ton expert comptable qui te dit bah, c'est bien, tu as fait une bonne année, bravo, tu vas payer 28 000 euros, mais globalement, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Or que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser des meetings trimestriels, comme je l'ai dit, où on va anticiper, on va planifier ce genre de choses, et on va dire bah, donc, si tu continues à bosser comme ça, tu vas arriver à 28 000 euros, mais ce qu'on te conseille, c'est de faire ça, ça et ça afin d'optimiser ta fiscalité et donc de réduire tes impôts. Et comme je le disais, et je termine juste là-dessus pour par rapport à la société, ici dans la simulation, c'est que on se retrouve avec, donc on repart toujours des 100 000 euros, moins les frais de compta et les frais de payroll, les expenses, donc les frais professionnels et le salaire de dirigeant d'entreprise. Il nous reste 35 000 euros de base imposable en société. On paye de l'impôt des sociétés et à ce moment-là, on veut distribuer cet argent en dividendes. Sous certaines conditions, on est à 15%. Et on va terminer avec 24 400 euros. J'additionne les 24 400 euros aux 24 000 de salaire que j'avais juste avant. Dans ma poche, au final, en société, avec les mêmes chiffres, il me reste 48 000 euros net versus les 38 000 euros net de la version personne physique. Et donc, on voit bien que sur 70 000 euros de base imposable, on gagne déjà 10 000 euros sur un célibataire sans enfant lors d'un passage en société. 10 000 euros net en poche en plus. Donc, ça répond, j'espère, à ta question.
Oui, c'est pas mal. Du coup, tu m'amènes finalement à ma prochaine question et c'était le troisième, je pense, la troisième erreur la plus courante parmi, les agents immobiliers. C'est quoi finalement les charges et les frais qu'un agent immobilier, il peut légalement et facilement déduire, de son chiffre d'affaires? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la- la- la législation s'applique à tous les contribuables en Belgique. OK. Ok, donc, il n'y a pas de frais spécifiques, on va dire, pour les agents immobiliers. Des frais de représentation, des choses comme ça? Non, Alors, ça n'existe pas? encore une fois, la loi, donc c'est l'article 49 du Code d'impôt sur les revenus qui va définir ce que c'est un frais professionnel. Et si je dois vulgairement enfin, vulgariser un peu le concept, ce serait vraiment un frais professionnel, c'est un frais qu'on va exposer pour acquérir ou conserver un client, d'accord, D'accord. ou acquérir ou sécuriser une vente pour un Mmh. agent immobilier. Mmh. Globalement, ça va être ça. Et donc, tous les frais qui vont répondre à ce concept-là vont pouvoir être déductibles. D'accord. Et c'est là, en fait, qu'il y a une personnalisation en fonction de son secteur Mmh. d'activité. Ben, un médecin, sa blouse blanche, hein, on va dire, voir ça comme ça. Un entrepreneur, ça va être ses outils, ce genre de choses. Un agent immobilier, bah, ça peut être potentiellement, effectivement, certains frais de représentation pour dégager une image professionnelle et ainsi de suite. Il faut quand même faire très attention à ce genre de choses. Et donc, on va d'abord les mettre en parenthèse, on va d'abord regarder tout ce qui est évident et OK, ensuite on pourra peut-être d'accord. revenir sur les frais de représentation parce qu'il y a quand même des nuances qu'il faut apporter pour être totalement complet. Mais donc, si je reprends sur les frais professionnels, on va vraiment arriver sur cette définition légale qui est archi subjective, on le comprend. Mmh. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quelque chose qui est fait pour acquérir ou conserver un revenu imposable, pour acquérir ou conserver une vente ou pour sécuriser une vente, c'est assez large comme concept. Mmh. Et donc, c'est là, encore une fois, que le rôle de l'expert comptable, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu la journée type de mes agents immobiliers. Et donc, on part du réveil le matin en disant, bah voilà, ils ont peut-être une réunion matinale avec des collègues, ils vont proposer un café, un thé, des petits biscuits pour l'ambiance. Ils vont peut-être avoir une réunion au matin avec un client potentiel, un vendeur, un acheteur, peu importe. Et donc, tous ces frais de réception vont être des frais professionnels. D'accord. Ils aiment bien préparer leur compromis en écoutant de la musique, eh bien, leur abonnement Spotify va pouvoir être déductible. D'accord. D'accord? Alors, il y a une petite nuance qu'il faut apporter tout de même. Ça veut dire qu'il y a des frais qui sont évidents et qui vont être totalement professionnels. Mmh. Et ça, c'est la beauté de la Belgique. Il y a certains frais qui vont être partiellement professionnels. Et là, il va y avoir une clé de répartition qu'il va falloir définir avec le client. Et nous, pour quasi tous les types de frais, on passe cette clé de répartition, donc cette cote-part professionnelle avec le client pour pouvoir vraiment avoir une histoire et avoir un dossier qui est bien solide. Quoi, tu penses par exemple, cet abonnement Spotify, on se dit: «OK, on utilise partiellement pour le boulot, mais aussi un peu en privé», Alors voilà, si on veut vraiment être réglo, on va dire ça comme ça, on va peut-être prendre 75% de son abonnement Spotify, D'accord. de sorte qu'encore une fois, il y ait ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve. Alors c'est un concept un peu plus technique, mais donc ça veut dire que si on avance 75% de déduction, ce sera à l'administration de prouver que ce n'est pas 75%. Et donc D'accord. c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, c'est plus facile pour l'administration si on a un frais. Pensons à un abonnement à un club de sport qui est déductible à 100%, où on voudrait le déduire à 100%, bah, ce sera plus facile à l'administration de contester les 100% que de contester les 50%. D'accord. D'accord? Parce qu'on arrive avec déjà une histoire qui tient la route, et ce sera à l'administration de prouver que cette histoire n'est pas cohérente et d'imposer la sienne. OK. D'accord? Mais donc, on repart sur ta question initiale sur les types de frais. Et c'est vraiment en fait en faisant cette journée type avec notre client qu'on va Mmh. pouvoir définir toute une série de frais auxquels parfois il n'a pas pensé. Mmh. Bah, Euh, par exemple, l'abonnement de sport, hein. Comment ça se fait qu'on peut déduire un abonnement de sport, hein? Alors, il y a deux. Ah, tu sautes là-dessus. Ah! Alors, il y a deux angles, il y a deux angles entre guillemets sur lesquels on pourrait voir ça. La première, c'est je vais à une salle de sport pour prospecter. D'accord. D'accord? Et donc, je vais je vais potentiellement rencontrer des vendeurs, des acheteurs, créer un cercle, créer mon networking. Et donc, c'est ainsi qu'on va pouvoir justifier une partie de son abonnement de sport. Deuxième manière, c'est mon travail est très stressant, affecte potentiellement parfois ma santé, et donc pour être performant d'un point de vue professionnel, je dois avoir corrigé ma posture. Hein. Moi Mmh. qui suis toujours voûté quand je travaille sur mon ordinateur, ben, je vais corriger cette posture à la salle de sport. Et donc, tu vois, c'est avec une réalité, mine de rien, Mmh. économique qu'on arrive à justifier une partie de son abonnement de sport. C'est les deux angles, en tout cas au cabinet, qu'on aborde.
On continue sur la journée, finalement, ces différents frais et charges que tu pourrais mettre pour un agent immobilier? Alors, bah oui, tant qu'on y est. Mais donc, on va continuer avec la journée, mais il faut se déplacer. Et Mhm. donc, on va Le utiliser véhicule. la voiture. Mhm. Alors, ce qui est intéressant d'ajouter ici, c'est que l'administration n'a pas le droit de s'immiscer dans l'opportunité d'un frais. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, j'avoue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu choisis d'aller avec ta voiture le lundi et le mardi, le mercredi, tu veux y aller à vélo faire tes visites, et le jeudi et le vendredi en trottinette électrique, bah, tu as le droit de cumuler ces frais-là. D'accord. D'accord? L'administration n'a pas le droit de dire bah, pourquoi l'un, pourquoi l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Les transports en commun en supplément? Pareil, Parfait. pareil. Ok. Donc ça, c'est vraiment, tu as le droit de dire, bah, quand il y a de la circulation, j'ai un abonnement annuel que je paye, que je déduis. Mhm. Par contre, quand ça roule bien ou quand je dois aller un peu plus loin, je prends ma voiture. D'accord. D'accord? Donc, il y a cette logique de dire, on peut cumuler certains frais de déplacement. Ok. D'accord? On continue dans la journée. On va avoir bah, forcément tout ce qui est marketing, bah, les panneaux et ainsi de suite, ça c'est assez évident. Si on doit prendre les abonnements, que ce soit ImoWeb et autres, hein, Mhm. voilà. Si on va avoir également toutes les dépenses chez soi, donc c'est souvent là-dessus qu'on va pouvoir jouer un peu le plus en tout cas, et en tout cas gagner un maximum de frais professionnels et donc économiser des impôts, c'est dans tout le setup professionnel à la maison. Donc le bureau, la décoration, le mobilier de son bureau à domicile. Et on a un petit jeu d'ailleurs qu'on affiche souvent aux clients et donc que je te montre ici à l'écran, où on a une petite photo qu'on montre aux clients en disant bah, tiens, voici une photo d'un bureau, à votre avis, qu'est-ce qui est déductible? D'accord. Et donc là, C'est le jeu de cette différence, en fait. alors, c'est globalement le jeu des 7 différences, sauf qu'ils ont de l'argent à gagner à la fin, Ok. parce que c'est vraiment pour essayer de construire avec eux le raisonnement des frais professionnels. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont évidentes, auxquelles on pense forcément les cotisations sociales, la voiture. Par contre, c'est vraiment avec toute une série de, on va dire, petits frais, mais qui, lorsqu'ils s'additionnent, font vraiment des frais intéressants à déduire et font économiser les impôts et les cotisations sociales. Et donc, c'est vraiment en passant du temps, en expliquant lors de notre onboarding meeting avec le client, qu'on passe tous ces éléments-là en revue et qu'on arrive vraiment à lui faire comprendre, à lui faire avoir les bons réflexes de déduction. Ok, super. Quand je parle avec mes collègues agents immobiliers, on aborde régulièrement le fameux restaurant. Ça, finalement, ça peut se justifier à 100%, à 75%, à 50%. C'est quand même des frais qui arrivent régulièrement, même si, on ne va pas se le cacher, ils ne sont pas toujours liés à son activité professionnelle. Alors, effectivement, les frais de restaurant sont déductibles. Bon, malgré Mais, ça, il faut rajouter certaines informations. Alors déjà, un frais de restaurant, un business lunch, c'est un lunch qu'on va avoir au minimum à 2 personnes. Donc il faut 2 couverts. d'accord. Ça semble être logique, mais on a toute une série de clients qui viennent parfois avec des tickets avec un seul sandwich, un seul repas, une seule soupe, ce genre de choses. Et donc, ils ne mangent pas parce qu'ils sont indépendants, ils mangent d'abord parce que ce sont des êtres humains. On en revient sur le concept du frais qui est garder ou maintenir une relation avec son client. Exactement. Alors, que ce soit un client ou un confrère ou un prospect ou un collègue, peu importe. Mais donc, pour revenir sur le business lunch, au minimum 2 couverts. D'accord. D'accord. On doit noter qui c'est avec qui on participe à ce business lunch? Il y a alors, si on est organisé et qu'on a l'information dans son agenda et que son agenda ne disparaît pas au bout de la 3e année, a priori, ce n'est pas nécessaire de l'écrire. Maintenant, si on a un doute, vaut mieux écrire avec qui on a mangé. Sur le ticket. Voilà, sur le ticket, au dos du ticket, ou nous, en utilisant Accountable, dans la remarque, on peut rajouter cette information-là directement. Donc, nos clients ont directement l'information là-dessus. Mais donc, business lunch, 2 personnes. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. L'administration ne s'immisce pas dans l'opportunité, donc un business lunch au Quick ou dans un restaurant étoilé, ça passe. D'accord. Donc il n'y a pas de choix en disant bah non, ça c'est trop cheap pour être un business lunch. Il n'y a pas de souci. Donc il y a vraiment, on peut déduire à peu près n'importe quoi. Encore une fois, il faut être cohérent. Si tu as été dans un restaurant 2 étoiles et que tu as eu une addition à 2500 € et que cette année-là, tu as des commissions seulement pour 15 000 €, bon, il y a quand même une proportion à garder un peu logique, hein, on est d'accord, mais encore une fois, si on repart sur un agent immobilier, je vais dire, qui a des revenus plus que corrects, on n'a pas trop de soucis à se faire. Ok. Évitons évidemment le 14 février dans un restaurant au pied de la Tour Eiffel. Ça, c'est des choses assez évidentes. Et souvent, on entend dire maintenant, on n'a pas le droit de déduire un frais de restaurant le week-end.
idem, c'est pas du tout marqué dans la loi, donc si on a une justification économique, la possibilité de déduire un samedi, un dimanche, Le soir? sans aucun souci. Moi, je suis D'accord. indépendant. Souvent, on a des lunchs, je veux dire, en soirée, parce qu'on n'arrive pas à placer un meeting pendant la journée, enfin un dîner plutôt, pardon, ou alors même un samedi soir, ou même un dimanche matin. OK. Donc ça arrive parfois de faire un brunch avec un client un dimanche matin. Alors c'est clair que si c'est un restaurant kids friendly et qu'il y a 6 personnes et que globalement on a chacun 2 enfants, ça commence à faire beaucoup. Mais Mmh. encore une fois, tant qu'on reste réaliste et qu'on a une réalité économique à pouvoir avancer auprès de l'administration, on n'a pas trop de soucis sur ce genre de dépenses. Est-ce que le fisc va s'immiscer à ce point-là dans ta vie privée, dans ta vie personnelle pour voir finalement que tu as, 2 enfants et que ce restaurant-là correspond peut-être davantage à ta vie personnelle plutôt que professionnelle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration a beaucoup de droits lors d'une investigation. OK. D'accord. Alors, si je n'ai pas dit, ils ont tous les droits. Ça, c'est Mmh important. Il faut mh. connaître cette nuance. Ça aussi, on peut en faire un webinaire si Mmh. tu le souhaites. Mais donc, globalement, il est de plus en plus fréquent que lorsqu'un contrôleur arrive, bah déjà, c'est clair qu'il connaît ta situation personnelle, vu qu'il vient contrôler ta situation fiscale. Donc, il sait le nombre d'enfants que tu as, à qui tu es marié, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est des choses un peu évidentes. Par contre, il consulte de plus en plus fréquemment les réseaux sociaux. Donc ça, il faut D'accord. faire attention à ça, parce que c'est clair que si tu as déduit un restaurant, je sais pas moi, le 21 mars et que il y avait 15 personnes et que tu as posté une photo sur Facebook ou peu importe, qui montre un selfie avec tous tes meilleurs amis d'école, ben, globalement, ça va pas être détectible. D'accord, OK. D'accord? Donc il faut faire Bon à attention à savoir, hein. ça. Ils ont vraiment de plus en plus, je veux dire, ils viennent de plus en plus préparés. Alors, c'est aussi antagoniste, mais mine de rien, l'administration a de plus en plus de contrôles à faire parce qu'il y a de plus en plus de contribuables et il Mmh. y a de moins en moins de contrôleurs. Alors, ils fonctionnent avec tout ce qu'on appelle, enfin, avec de plus en plus avec ce qu'on appelle le data mining. Donc, c'est plutôt un ordinateur qui analyse la normalité de la situation Mmh. fiscale d'un contribuable. Et lorsque on sort d'une moyenne, on va avoir plus ou moins de chances d'être contrôlé. Je dis souvent, le meilleur contrôle fiscal, c'est celui qu'on n'a pas. Donc, il faut toujours préparer en amont avec nos clients leur situation fiscale pour que ils puissent déclarer à temps, payer à temps, être dans une espèce de norme d'un point de vue déduction pour pouvoir être toujours en dessous des radars et donc à ce moment-là, éviter un contrôle. D'accord, donc toi, finalement, ton objectif, c'est vraiment d'éviter le contrôle plutôt que de devoir le justifier une fois qu'il arrive, hein? Alors, encore une fois, moi je suis à l'aise dans les deux situations. Alors, si je peux Évidemment. éviter le contrôle et en même temps, ça c'est mon client est Mmh. content. Maintenant, si mon client est contrôlé, c'est souvent à ce moment-là au cabinet qu'on est le plus, les plus rigoureux et on épate, on va dire, le plus nos clients, parce qu'en réalité, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'on est solide ou non. Parce qu'en fait, un expert comptable, il peut te dire qu'il peut déduire à peu près, que tu peux déduire à peu près n'importe quoi. C'est vraiment lors du contrôle fiscal qu'on va pouvoir justifier, je vais dire, les prises de position et pouvoir défendre son client. Et donc, nous, on va vraiment essayer de anticiper en informant le client, en lui donnant les règles du jeu. Mmh. On va, au cours de son activité professionnelle, toujours lui indiquer les fameuses normes, est-ce qu'il peut déduire un peu plus, un peu moins certaines choses. Et puis, lors d'un contrôle fiscal, être vraiment très solide pour pouvoir le défendre au mieux. Ça, c'est vraiment, en tout cas, on va avoir cette approche en 3 temps pour vraiment pouvoir protéger nos clients. OK, super clair. Comment est-ce qu'on gère, l'achat ou, la location d'un véhicule? Qu'est-ce que toi tu préconises? Est-ce qu'on va plutôt être, sur, une location, un leasing ou un achat? Qu'est-ce qui vaut mieux dans le cadre, d'un boulot d'agent immobilier? Alors, bon, déjà, ce que tu cites, ce sont des modes de financement. Mmh. Donc, si je reviens peut-être juste un peu en avant, déjà, il y a la grande question de quelle voiture on va acheter. Par quelle voiture, non pas la marque, le modèle, ainsi de suite, hein, mais plutôt, on a les véhicules électriques, on a les véhicules hybrides. Mais tu parlais de modèle, ça pourrait être aussi, finalement que ce soit cohérent par rapport aux revenus de l'agent immobilier, non? Alors, Un peu comme oui, l'histoire du resto? Alors oui, alors nous, on a une règle, mais encore une fois, qui n'est pas une règle légale, mais plutôt quelque chose d'assez sain qu'on a mis en place pour nos clients, c'est qu'on essaie toujours de faire en sorte que le budget mobilité, donc j'entends le coût de la voiture, son assurance, c'est les entretiens et les carburants, on va essayer d'être en dessous de entre 10 et 12% du total de son chiffre d'affaires. D'accord. Donc, si un agent gagne 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc 100 000 euros de commission, eh bien, on va être entre 10 et 12 000 euros pour son budget mobilité. Ce n'est pas une règle stricte. J'ai certains clients qui me disent Hassan, c'est mon seul plaisir
je veux absolument acheter la voiture rouge qui va très vite. Mhm. Et donc, bah oui, il va dépasser ce budget-là et fine, c'est OK. Mais globalement, pour vraiment avoir une situation saine, je pense que 10% de ce qu'on gagne dans un budget mobilité, c'est OK. OK. D'accord. Ensuite, on a le choix, encore une fois, de la motorisation. Mhm. Alors, on a beaucoup entendu parler des électriques. Maintenant, le gouvernement, depuis le 1er février, revient un tout petit peu en arrière et donc les hybrides sont prolongés jusqu'en 2028. Donc, on a de nouveau un peu plus d'opportunités de pouvoir déduire un véhicule hybride Mhm. si ça correspond un peu plus à son mode de vie. Euh, et donc, une fois qu'on a fait ce choix-là, on va pouvoir parler du mode de financement. D'accord. D'accord. Et donc là, effectivement, soit je l'achète cash, parce que bah, les taux d'intérêt sont assez élevés et que j'ai du cash disponible sur mes comptes bancaires. J'avoue, c'est assez exceptionnel de le faire quand même, mais parfois on rencontre certains clients, lorsqu'ils font une simulation de leasing, renting ou financement classique, bah, ils préfèrent le payer cash. D'accord. Bon, voilà, Pourquoi pas? peut-être, alors c'est pas sur des budgets non plus faramineux de voitures, mais Mhm. globalement, ça arrive. Donc, deuxième possibilité, c'est de faire un financement classique, justement. Donc, on va à la banque, on finance le montant hors TVA qu'on va lisser sur une période d'amortissement, donc sur 4 ans ou 5 ans généralement. Souvent, si c'est un véhicule neuf, ça va être sur 5 ans. Si c'est un véhicule d'occasion, ça va être sur 4 ou sur 3 ans. Et à la fin du contrat, bah, on est propriétaire en fait de la voiture et on paye son crédit tout simplement. À la fin, une fois qu'on a remboursé son crédit, le véhicule nous appartenait déjà depuis le début et continue à nous appartenir. Ok. Ok. Ensuite, on va avoir le renting ou le leasing, qui sont globalement, je veux dire, similaires, si ce n'est la valeur résiduelle en fin de contrat qui va être différente. Et donc, sur un renting, on va avoir une valeur résiduelle qui est supérieure à 16%. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une valeur résiduelle qui est plus importante, et donc, globalement, c'est considéré comme une location long terme, si tu veux, un renting. Mhm. D'accord? Parce que, si tu veux, il y a moins de chances que je devienne propriétaire, économiquement parlant, et donc c'est considéré comme un frais déductible, comme un loyer. Ok. De l'autre côté, je vais avoir un leasing. Là, j'ai une valeur résiduelle qui est souvent très très faible, et donc j'ai plus de chances de devenir propriétaire, et c'est considéré comme un investissement qui va être étalé en fonction des règles d'amortissement traditionnelles. Ok, Ok. super clair. Donc, c'est mode de financement. Euh, Globalement, si on les prend tous euh, en comparaison, la différence de déduction va toujours être la même si c'est un véhicule électrique ou hybride. C'est vraiment les frais d'intérêt qui vont différer parce que j'en supporte un peu plus ou un peu moins. Et dans le cas du renting, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un down payment, ça veut dire un premier loyer majoré qui va pouvoir être déductible totalement. Mhm. Et donc, on va pouvoir avoir certains leviers d'optimisation fiscale en choisissant un renting avec un premier loyer majoré pour déduire un maximum sur une période un peu plus courte. Donc, voilà, mais encore une fois, si on les compare, on reste sur des choses relativement similaires à quelques pourcents près. Mais malgré tout, quelques pourcents, ça peut faire un peu d'argent, mine de rien. Donc ça vaut le coup C'est clair. de les comparer et ça vaut le coup toujours d'en discuter avec nous. Ok. En termes de vêtements, finalement, on parlait de frais de représentation. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu par la fiscalité, qu'un agent immobilier qui est quand même beaucoup dans le contact avec les clients puisse déduire des costumes, etc. Ou c'est pas du tout, Alors, c'est euh, pas évident? au sens strict du terme, tous les frais professionnels, tous les vêtements, s'ils ne sont pas professionnels, ne sont pas déductibles. D'accord. Et donc, on va faire une référence à la blouse blanche du médecin, Mhm. à la toge de l'avocat, à ce genre de choses-là. Donc, un agent immobilier, il n'a pas vraiment de vêtements qui sont repris dans un code déontologique assez strict. Donc, On pourrait se dire qu'ils sont quand même souvent en costume, ou, non? alors, c'est là où il faut faire un peu attention et ça devient un peu risqué. D'accord. Et donc, encore une fois, alors les frais professionnels, on peut tenter de déduire. Par contre, quand on fait un peu, on y va un peu trop fort, c'est comme un élastique, c'est que ça casse et là, on se prend le retour de flamme. Mhm. Donc, sur les vêtements, il faut vraiment assez faire attention. Par contre, je peux te citer un exemple qui va passer. On a eu le cas d'une agence qui a organisé une soirée Halloween pour tous ses agents. Mhm. Et donc, sur le carton d'invitation, il était marqué forcément déguisement obligatoire. Bah là, le Ok. déguisement était déductible en frais professionnels vu qu'ils avaient un carton d'invitation pour une soirée Halloween et ainsi de suite. D'accord. Alors, je fais un autre parallèle un peu plus sérieux. Tu es invité à un gala. Sur le gala, il est marqué smoking only ou robe de soirée et talons obligatoires. Eh Mhm. bien, à ce moment-là, tu as le carton d'invitation. L'achat pour cet événement-là pourrait être en partie déductible à ce moment-là.
Tu vois, OK. mais donc, Mmh. toujours l'importance de cette réalité économique en gardant toujours cet aspect logique, mine de rien. OK. Tu as d'autres petites, astuces ou, suggestions pour optimiser ses dépenses et maximiser finalement, sa rentabilité Alors auquel j'en ai tu plein, penses? j'en ai Ouais, tellement, on pourrait y passer la OK. journée. Non, mais c'est vraiment, encore une fois, moi j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à essayer d'imaginer leur journée type, Mmh. d'essayer de noter un peu tous les frais qu'ils pourraient avoir, tout ce qu'ils vont pouvoir dépenser, et d'essayer de considérer si on a une réalité économique en reprenant D'accord. une partie comme étant professionnelle, totalement ou partiellement d'ailleurs. À partir de ce moment-là, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant et on va pouvoir essayer de couvrir toute une série d'éléments. OK, très clair. Bon, je te propose qu'on passe, à la trésorerie, qui est, on ne va pas se le cacher, elle n'est pas toujours évidente pour un agent immobilier. On le mentionnait tout à l'heure avec, des rentrées qui peuvent être, parfois assez, fluctuantes, hein, comment finalement on peut anticiper tout ça? Alors, euh, pour les personnes physiques, ce que nous on a, c'est qu'on va utiliser l'application Accountable. Mmh. Donc l'application Accountable va te permettre de, justement, sur base de ton compte bancaire professionnel, estimer, et des factures que tu as établies sur l'application, on va pouvoir estimer les différentes échéances que tu vas avoir. Et donc on va te dire, bah voilà, tu as 20 000 euros sur ton compte bancaire, mais attention, ces 20 000 ne t'appartiennent pas. Mmh Il y mh. en a Mmh. 4 000 à la TVA, 2 000 pour les prochaines cotisations, 3 000 pour les prochains impôts. Et donc, ton vrai montant disponible, ton vrai cash à toi, c'est 12 000. Donc D'accord. déjà, utiliser un bon outil va permettre de beaucoup mieux gérer sa trésorerie. Si certaines personnes n'utilisent pas Accountable, bah, elles vont devoir être un peu plus créatives. Et donc, on a certains clients qui vont ouvrir plusieurs comptes bancaires. Et donc, à chaque fois qu'ils vont recevoir une commission, ils vont verser la TVA directement sur un compte bancaire spécifiquement lié à la TVA. Dès qu'ils vont recevoir un montant de commission, ils vont reprendre une partie qu'ils vont mettre directement de côté pour leurs impôts. Et la même chose pour leurs cotisations sociales. C'est un peu du chipo, non? Alors, c'est beaucoup de chipots. Il y en a certains qui sont magnifiquement bien organisés et ça tient la route. Mmh. Après, j'avoue que c'est très lourd administrativement parlant parce qu'à chaque fois que tu reçois un paiement, tu dois penser à faire tous ces dispatchs. Mmh. Si tu as oublié, bah, c'est rapidement cuit. Maintenant, encore une fois, je pense que indépendant personne physique, on a parlé d'accountable, on a parlé de cette gestion un peu plus créative. En société, les flux sont généralement un peu plus connus. Et donc là, on a aussi notre application pour les sociétés qui s'appelle MyCatalyst, qui va Mmh. permettre de prédire certains de ces flux, quasi comme accountable, pour permettre vraiment d'avoir une visibilité pour nos clients. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est la visibilité sur cette trésorerie qui va permettre d'éviter en fait les retards, les majorations, les intérêts. OK. En tant que, société, on se verse un salaire? Comment ça se passe, pour se rémunérer et finalement oui, il y a la base, hein, le salaire qui, j'ai déjà entendu doit être le plus bas possible et puis après on essaye de se rémunérer avec d'autres moyens? Comment ça fonctionne? Alors, donc, si tu passes en société, on a mentionné que c'était à partir d'un certain montant que Mmh. c'était intéressant. Si évidemment tu utilises 100% de ton bénéfice en société dans ton salaire, en fait, on n'a rien gagné. Parce qu'en fait, si tu veux, vu qu'on a vu que le salaire était déductible du bénéfice de la société, donc tu vas retirer un truc qui va être taxé à 20% pour venir le taxer au taux marginal à 53,5. D'accord. Donc, avoir un gros salaire en Belgique, pas intéressant. Ok. Maintenant, on ne peut pas aller trop bas non plus, parce qu'il faut vivre. Oui. Et donc, ça, c'est tout le calcul qu'on va devoir faire avec nos clients. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de préparer en fait une liste de toutes les dépenses personnelles qu'ils ont. Donc, pas professionnelles, personnelles. Et Mmh. donc, on va y retrouver le loyer ou le crédit hypothécaire, les activités des enfants, les courses, et ce genre de choses. Cela va nous donner un montant en dessous duquel on ne sait pas aller. Mmh. Et donc, ça va être notre salaire minimum. Et on va D'accord. essayer de partir de ce salaire minimum-là et on va le décomposer en avantages qui vont être moins taxés que le salaire normal. Je m'explique. Par exemple, on va avoir les chèques repas. La société va pouvoir les payer et lorsqu'on les reçoit, on n'est pas taxé là-dessus. Donc, ça va être aux alentours de 8 euros fois 20, donc 160 euros par mois qu'on va pouvoir recevoir sur une carte pour pouvoir faire ses courses. Mmh. Bon. On va avoir des indemnités de déplacement. En fait, un agent immobilier, étant donné qu'il passe beaucoup de temps en déplacement, et s'il passe plus de 6 heures en déplacement par jour, il va pouvoir demander en fait une indemnité journalière de déplacement en Belgique, qui est déductible en société, pas taxable. D'accord. Alors, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas la cumuler ces jours-là avec les chèques repas, mais globalement, on arrive à avoir un montant non taxable assez intéressant sur le mois.
En plus de ça, on va pouvoir ajouter des indemnités de bureau à domicile ou par exemple des loyers si on est propriétaire. Et donc, idem, 100% déductible dans la société et pas ou peu taxable en personne physique tant qu'on a un crédit hypothécaire. Et donc, tu vois que mis bout à bout, on va essayer d'aller trouver des avantages extra-légaux non taxables et le reste, ça va être du salaire taxable pour rester dans une tranche d'imposition qui est acceptable. Ça veut dire qu'on va essayer d'atterrir sur une tranche en moyenne entre 30 à 35, 40% d'imposition moyenne, mais pas plus. On essaie vraiment de maintenir ça. Ensuite, on va pouvoir optimiser le cash de la société. Ça veut dire que bah forcément, la trésorerie de la société va, enfin, l'argent va continuer à s'accumuler sur le compte de la société. Et à un moment donné, les clients vont nous demander, bah, OK, c'est gentil, mais on veut avoir cet argent-là sur notre compte privé. Et là, on va parler d'optimisation pour sortir les fonds de la société. Et là, on va parler de bonus dans plan d'option sur action. On va parler de dividendes. On va parler de plan de pension. On va parler d'investissement immobilier. Mais globalement, on va essayer de trouver toute une série de moyens pour pouvoir faire sortir l'argent de la société et en faire bénéficier aux dirigeants à titre privé. OK, super clair. Tu le mentionnais comme une des premières erreurs, c'est la méconnaissance du fonctionnement, de la Ouais. fiscalité même. Comment ça fonctionne la TVA pour un agent immobilier? Alors bah, ça, pour le coup, c'est assez simple. La TVA, donc la plupart des commissions qu'ils vont facturer à un client en Belgique va être soumise à 21% de TVA. Mmh. Et donc, ça, c'est la règle de base. Ensuite, sur certaines opérations, s'ils ont vendu des immeubles qui sont détenus dans une société, là, leur commission est liée à la vente d'une société pour le coup. Donc là, on pourra avoir une exemption éventuellement. Mais de prime abord, leur activité est soumise à TVA. Et c'est ce qui permet en fait le droit à déduction de la TVA sur tous leurs frais. D'accord. La TVA, c'est vraiment une balance. Vu que je facture de la TVA sur mes factures de sortie, j'ai le droit de récupérer la TVA sur tous mes frais professionnels si je respecte deux conditions. C'est important aussi. C'est que la première, il faut une facture. Ça aussi, parfois, on a quelques. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que sur cette facture, il y ait le numéro de TVA qui soit mentionné dessus. Parfois, on a un peu de frustration de la part de nos clients parce que ils ont commandé leur fameux nouvel iPhone, ils l'ont acheté chez MediaMarkt, ils nous ont remis le ticket. Mais en fait, je ne peux pas récupérer la TVA là-dessus. Pourquoi? D'accord. Parce que mes conditions de forme, j'ai besoin d'une facture avec le numéro de TVA de l'agent mentionné sur cette facture. Mais après, on peut demander à MediaMarkt d'avoir, Il faut y cette retourner. facture. Il faut y retourner, Ouais, d'accord, il faut oui. vouloir y retourner. Mais globalement, ça c'est un ordre. Ou alors si tu prends l'exemple de la confirmation de commande sur le site, Mmh. sur un site internet. On t'envoie le petit email de confirmation de la commande Mais avec le ça, c'est montant pas et une ainsi de suite. facture. C'est pas une facture. Alors, souvent mes clients me disent, Hassan, c'est quoi une facture? Je ne sais pas l'expliquer différemment qu'une facture, c'est un document sur lequel il est marqué facture. D'accord. Tu vois, ça peut Invoice être en anglais. invoice, Rechnung en allemand, facture in het Nederlands, ce OK. que tu veux, mais c'est un document sur lequel il y a marqué ce mot-là. Et donc, encore une fois, c'est pas un bon de livraison, c'est pas une commande, c'est pas une proforma invoice, parce qu'une facture proforma, c'est pas une facture non plus, Mmh. c'est vraiment une facture. OK, Et super. donc là-dessus, donc la TVA, encore une fois, je la facture à la sortie, donc j'ai le droit de la récupérer à l'entrée. Tiens, je rebondis du coup, ce fameux iPhone ou ce fameux Mac, cette fameuse tablette, quelle est la fréquence d'achat? Est-ce que de nouveau on peut cumuler, se dire qu'on a et un iPhone et une tablette et un ordinateur puisque de nouveau l'administration fiscale ne peut pas décider, Ouais. de s'immiscer sur comment je vis, ma vie? Alors oui, et on pourrait même étendre la liste, hein. On pourrait rajouter le casque VR, hein, parce que Mmh. on travaille avec des écrans plus grands et ainsi de suite. On nous a déjà la montre connectée, ça pourrait être aussi. Donc tous ces éléments-là sont cumulables. J'ai pas trop de soucis là-dessus. D'accord. Après, évidemment, si parce que il faut savoir que tout est quasi traçable, encore une Mmh. fois, aujourd'hui. Mmh. Lorsqu'on achète ce genre de choses, il y a un numéro de série qui est mentionné sur la facture. Si le numéro de série est en fait utilisé par ton enfant qui a 9 ans et qu'il n'y a que des éléments personnels là-dessus, en cas de contrôle, ça va être difficilement justifiable. D'accord. Mais donc, la suite technologique, honnêtement, elle est quasi limitée, hein, autant que la créativité de l'esprit humain. En termes de fréquence, bah, généralement, on va essayer d'avoir une fois un ordinateur sur un délai de 3 ans. Alors, on pourrait étendre à 2 ordinateurs en disant, bah, tiens, j'en utilise un qui est un setup un peu plus classique de bureau à domicile, j'en utilise un peu plus Portable. léger, portable dans ma mallette. J'ai pas trop de soucis à pouvoir le justifier, encore une fois, tant qu'on a une réalité économique. Mais on va éviter d'avoir 3 MacBooks et 4 tablettes. Voilà, ou alors comme je vois sur certains dossiers que je récupère où on a parfois les anciens bureaux comptables qui n'ont pas nettoyé ce qu'on appelle le tableau d'amortissement et on voit encore que dans la société de notre client, il y a 5 iPhones et je
veux dire, ce sont encore une fois, dans ma logique de rester en dessous des radars, bah, autant nettoyer les choses, autant faire son travail correctement. Nettoyer, ça veut dire retirer tous les 3 ans l'iPhone. Exactement. À partir du moment où il est totalement amorti et il n'est plus utilisé, bah, il n'existe plus en fait. Ok, super clair. Maintenant qu'on a parlé de comment optimiser sa comptabilité, on peut peut-être parler de comment investir en tant qu'agent immobilier. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans l'immobilier via soit une société, soit en nom propre, en tant que professionnel de l'immobilier? Alors, je pense que déjà, c'est important de bien préciser qu'aujourd'hui en Belgique, ce qui est intéressant lorsqu'on investit en personne physique, c'est qu'on n'est pas taxé sur ses loyers, mais on est taxé sur le revenu cadastral, c'est-à-dire une valeur théorique normale du rendement qu'on peut générer par son bien immobilier. Mhm. Ok. De plus, jusqu'à un certain moment, avec le nouveau gouvernement, ça vient de changer, on pouvait déduire de ce fameux revenu immobilier les intérêts qu'on paye pour un crédit qu'on contracte pour acquérir le dit bien. Et donc, on a vraiment un avantage fiscal assez intéressant. Bon. Si on va un peu plus loin, constituer un patrimoine immobilier en privé posera à un moment ou un autre souci qui sont les droits de succession. Ok. On oublie un peu trop souvent cette logique-là. Alors c'est intéressant d'investir, d'augmenter son patrimoine et ainsi de suite, sauf qu'à un moment donné, généralement, en tout cas nous on a cette discussion à partir de 45 à 50 ans avec tous nos clients. C'est quasi une obligation pour nous de discuter succession, en tout cas optimisation patrimoniale et de la transmission successorale avec nos clients. Et donc on paye des droits de succession sur la valeur de son immobilier au moment de son décès. Et donc, les agents immobiliers ont le flair pour dénicher les bonnes affaires. Logique. Soyons honnêtes. Mhm. Ils sont à la source. Mhm. Et donc, ils ont la capacité d'acheter des biens immobiliers à des prix très intéressants. Ils font des très bons investissements, ils ont des très bons rendements. Mais à un moment donné, on va tous mourir, ils vont payer des droits de succession sur la valeur au moment de leur décès. Et leurs héritiers vont devoir payer des droits de succession monstrueux dans un délai de 4 mois suite à ce décès. Ok. Ça ne vaut même pas une vente, quoi, pour C'est pouvoir payer ses droits de succession. c'est très compliqué. Alors, il faut prendre connaissance de cette information-là. Il y a moyen d'optimiser via un système de donation, via un système de société simple, ce genre de choses, donc de transition successorale. Mais il faut y penser. Et donc, je mets toujours un peu pourquoi je viens avec ce thème-là de succession, parce que ta question initiale, c'est est-ce que j'ai investir en privé ou en professionnel, ou en société, pardon. En privé, chouette, encore une fois, rendement direct, des déductions, des loyers qui retombent directement dans ma poche, mais à un moment ou un autre, problème de succession. Et si on décède au moment où on s'y attend le moins, ce qui est à peu près la définition du décès. C'est pas prévisible, c'est clair. C'est moins prévisible, en tout cas dans la plupart des cas. Eh bien, on va avoir un problème de droit de succession. Et donc, moi, je mets ça en parallèle avec aussi, c'est aussi un thème d'un podcast qu'on a fait ensemble sur la requalification des revenus immobiliers en revenus professionnels, parce que là, on a des agents qui sont professionnels du secteur immobilier, qui investissent peut-être plusieurs fois d'affilée en privé, donc on est quand même assez fortement dans un risque de requalification. Et donc, tu mets ça bout à bout, tu te dis qu'à partir de, je sais pas moi, la deuxième, la troisième opération immobilière, moi, je commencerai vraiment à me dire de structurer ça dans la société. Après, si l'agent a déjà l'opportunité de faire 2 ou 3 investissements immobiliers, c'est qu'en théorie, il a déjà bien gagné sa vie. Donc, je me demande si déjà, il ne devrait pas être en société lui-même pour son activité. Et donc, quitte à faire une société pour son activité, autant faire une société opérationnelle, donc qui est liée à la vente, au secteur d'activité, donc de l'agent immobilier en tant que tel, et en même temps patrimonial. Et donc, on fait vraiment une société qui va abriter les deux activités qui va à ce moment-là pouvoir investir dans l'immobilier aussi directement. Et si on fait un flash forward, bah, en fin de vie de l'agent immobilier, bah, il va pouvoir aussi assurer une transition à ses héritiers de manière intéressante. Parce que transmettre une société immobilière, une société patrimoniale, aujourd'hui, on va soit payer 0 à 3%, ça dépend un peu des conditions et ainsi de suite, mais donc sur la valeur de l'immobilier sur la valeur de la société plutôt au moment du décès. Ce qui est totalement différent que la version dans laquelle on a les droits de succession, où on va être en moyenne entre 25 et 30%
de la valeur de son immobilier au moment du décès. OK. Tu l'as mentionné rapidement, nos amis, Arizona ont changé un petit peu la donne. Est-ce que finalement ta réponse, hein, elle a évolué depuis, là, ces derniers mois ou pas encore? Alors, en réalité, je pense que le nouveau gouvernement a effectivement supprimé la déduction des intérêts, et donc en personne physique seulement. En société, la déduction des intérêts continue. Donc, ça va peut-être faciliter la structuration vers la société, Mmh. mais surtout, ce que nous, on remarque aujourd'hui, ça ajoute encore plus d'importance sur la négociation avec son banquier. Aujourd'hui, pour les dossiers qu'on est en train de monter pour nos clients dans leurs investissements immobiliers, on fait encore plus attention forcément au taux, à la structuration immobilière. Et donc, oui, je pense que le gouvernement, il a juste accéléré le fait qu'il faut parler à son expert comptable pour pouvoir optimiser au mieux son patrimoine aujourd'hui et surtout le futur. OK, très clair. Si je te résume, du coup, on est à partir de 2, 3e investissement dans l'immobilier en tant que professionnel de l'immobilier, il vaudrait mieux commencer à se constituer en société pour pouvoir notamment optimiser sa comptabilité, on va dire, mais aussi pouvoir transmettre son patrimoine à sa descendance. Ça, finalement, c'est dans les grandes lignes ce qu'on doit retenir, hein. C'est ça, et surtout s'acheter un peu de tranquillité et Mhm. éviter les questions de requalification en fait, OK. aussi. Bon, tant qu'à parler de décès, on peut peut-être parler aussi, retraite, hein, parler de l'après. Comment est-ce qu'un agent immobilier, il peut préparer sa retraite de manière optimale, hein? Parce qu'on va pas se mentir, hein, eux, au niveau retraite, ils vont pas toucher grand-chose, hein. La pension, alors je vais vraiment essayer d'être pratique dans mes explications, c'est un sujet complexe sur lequel on pourrait parler vraiment pas mal de temps. Mmh. Mais donc, il y a globalement 4 piliers dans la pension. Ok, le premier pilier, ça va être la pension légale qu'on va obtenir de l'État grâce aux cotisations sociales qu'on a payées. Ok, donc ça va promettre la première source de revenus pour un agent immobilier qui part en pension. Ok, soyons honnêtes, c'est pas astronomique comme montant et il faut compter aux alentours de 1200 euros par mois pour une carrière. Maintenant, j'ajoute une réflexion un peu plus idéologique, c'est qu'avec l'inversion de la pyramide démographique, est-ce qu'on va vraiment pouvoir dans 20-30 ans toucher notre pension? Point d'interrogation, je le laisse là. Je continue. Donc, il ne faut pas trop compter sur ce premier pilier de pension. Mmh. Deuxième pilier de pension, c'est celui qu'on va constituer via tous les produits du type PLCI. OK. Donc, ça va être des montants qui vont être calculés sur sa base imposable. Donc, les commissions d'un agent, moins ses frais, moins ses cotisations sociales. Là-dessus, on va pouvoir allouer aux alentours de 8% dans une PLCI. D'accord? PLCI, ça veut dire quoi exactement? Donc, c'est une pension libre complémentaire pour indépendants. D'accord. C'est pas mal, d'accord. Et donc, c'est un frais qui va être déductible en tant que frais professionnel et on va mettre un maximum aux alentours de 4 000 euros par année. Donc, vraiment, c'est capé, donc 8%, mais capé à 4 000 euros. Et donc, c'est intéressant. Et on va récupérer ça à partir de 60 ans. Il y a une taxation. Au plus tard, on la touche, au moins la taxation est lourde. Donc, D'accord. jusqu'à 65, 67 ans bientôt. Troisième pilier de pension, ça va être celui qu'on va pouvoir constituer lorsqu'on est en société. Et là, c'est les EIP, des engagements individuels de pension, et là qui vont être basés sur le salaire du dirigeant d'entreprise et de sa carrière passée. Ce sont des montants qui vont être déductibles aussi à 100%. Et attention, ils vont pouvoir être plus importants que 4 000 euros par an. Donc, via un EIP, on va pouvoir cotiser des montants assez intéressants et donc se constituer une réserve aussi bien plus importante. On peut pas les cumuler, hein, la PLCI ou le IP? En réalité, si. Si Si? tu as assez de... OK. Alors, il y a des limitations à calculer. C'est la fameuse règle des 80% dont on entend parler très souvent par les assureurs. Et donc, il faut qu'ils vérifient s'il y a assez de place pour Mmh. mettre et une PLCI et une EIP. Et donc, si tu as une chouette carrière, tu as déclaré des montants qui sont intéressants, tu vas pouvoir cumuler les deux. OK, D'accord. super. Et donc, mais on va souvent commencer avec la PLCI. Moi, j'avoue, avant de passer au quatrième pilier que nous, on considère chez Catalyst, mais ce qui est important pour moi, c'est de commencer avec une PLCI. À côté de cette PLCI, on va toujours essayer de souscrire une assurance revenu garantie, parce que si tu veux, c'est une assurance qui est quand même extrêmement importante, qui va te permettre, en cas d'incapacité de travail de plus de X jours, ça dépend des contrats, tu vas pouvoir continuer à recevoir le montant que tu as garanti. Ce qui
permet quand même d'avoir une certaine visibilité en cas de maladie, en cas d'accident, ce Mhm. genre de choses. Et si tu couples cette assurance revenu garanti avec une assurance PLCI, elle te coûte vraiment moins cher. Donc c'est intéressant de, quand tu lances une PLCI, de prendre cette assurance revenu garanti en même temps. Ok. Mais donc on commence souvent avec la PLCI et qu'on va venir par la suite de la carrière de l'indépendant, lorsqu'il va passer en société, on va complémenter avec une EIP pour vraiment faire un chouette package de pension. Il faut savoir que les agents immobiliers, ce qu'ils apprécient souvent, bah, c'est d'investir dans l'immobilier, on l'a déjà dit. Mhm, Et mhm. donc, ce sont aussi la PLCI, le IP, des poches sur lesquelles on va pouvoir puiser pour faire des avances, en fait, et pouvoir les utiliser dans le cadre d'un investissement immobilier. Donc avant les 65, 67 ans. Exactement. Alors, attention, il y a des conditions. Globalement, ça dépend des contrats, mais tu vas pouvoir aller chercher entre 60 et 80% de la réserve acquise, donc de ce que tu D'accord. as déjà cotisé. Et il faut surtout pas oublier que lorsque tu prélèves en avance un montant, c'est comme si tu faisais un crédit en fait à la compagnie d'assurance, et donc tu payes des intérêts là-dessus. D'accord. Mais donc quand tu le fais trop tôt, Donc tu payes des intérêts sur ce que tu as déjà épargné. alors oui, parce qu'en fait, ils n'ont plus cet argent-là jusqu'à, eux comptaient sur cet argent-là D'accord. jusqu'à Ok, X années, ok. on va dire ça Mhm, comme ça, mhm. jusqu'à tes 65 ans. Et donc, il y a deux conséquences. Un, tu payes de l'intérêt, et deux, tu n'as plus de rendement vu que l'argent n'y est plus. Mhm. Donc ça coûte de l'argent ce truc-là. Et lorsqu'on fait certaines simulations, on voit que si tu utilises ce levier trop tôt, ça te coûte vraiment plus cher qu'un crédit, alors vaut mieux pas y toucher. Ok, D'accord. super clair. Et si je reviens juste peut-être sur l'EIP une petite fois, c'est que il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un back service, c'est-à-dire rattraper les années pour lesquelles on n'aurait éventuellement pas cotisé. Donc, pas grave si tu commences pas l'EIP directement la première année lorsque tu passes en société, tu peux attendre 2 ou 3 ans en fonction de certains calculs et certaines règles. Tu peux faire un back service, donc rattraper les années pour lesquelles tu n'as pas cotisé suffisamment. Et c'est intéressant. Ça devient intéressant parce qu'encore une fois, c'est 100% déductible et tu mets ça en parallèle d'un investissement immobilier, bah, tu peux très rapidement aller chercher un extra dans ton budget pour pouvoir investir. Ok, très clair. D'accord. Et le quatrième et le dernier pilier de pension, et pour moi c'est le plus important, en fait c'est le pilier de pension qu'on va se constituer soi-même via des investissements immobiliers, via des investissements mobiliers, que ce soit en ETF, en crypto, c'est assez risqué, mais en toute petite partie en Mhm. crypto, via des actions, via des obligations. Et donc mon message, c'est vraiment ne pas attendre que ce soit la pension légale ou les piliers 2 et 3, donc les PLCI, les EIP, mais vraiment commencer très tôt par mettre de l'argent de côté, l'investir, encore une fois, dans les ETF. Aujourd'hui, on peut faire de l'investissement passif ou actif à moindre frais via des plateformes qu'on trouve sur Internet. Donc, il faut vraiment commencer rapidement et pouvoir en fait prendre le contrôle en fait de sa pension à un moment donné. Mhm. Parce que si on attend de trop, je reviens sur ce que j'ai dit sur la pension légale, point d'interrogation sur qu'est-ce qui va se passer dans 30 ou 40 ans. Mhm. Moi, je pense qu'anticiper de manière générale, que ce soit pour l'actuel, mais pour le futur, ce sera le maître mot de ce webinaire. Exactement. Si on veut un peu résumer et conclure ce webinaire, quels sont pour toi les 3 conseils que tu donnerais à un agent immobilier pour gérer sa comptabilité sereinement, on va dire? Alors, utilisez des outils digitaux pour vous faciliter l'accès à votre comptabilité, la rendre simple et, entre guillemets, que ce ne soit pas une tâche administrative lourde. Mhm. Avoir une comptabilité en ordre vous permettra d'avoir une visibilité. Et avoir cette visibilité va vous permettre de discuter, avoir des vraies conversations à valeur ajoutée avec votre expert comptable. Et Mhm. donc, ce serait vraiment avoir ces éléments-là sous contrôle vous permettra vraiment d'anticiper. Parce qu'en réalité, anticiper, c'est le maître, le maître mot du webinaire. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'économiser dans le pays le plus taxé du monde. Le meilleur réflexe à adopter en tant qu'agent immobilier pour éviter les erreurs, à part ne pas oublier sa facture chez MediaMarkt? Alors, ne pas voir son expert comptable comme une relation transactionnelle, c'est-à-dire je Mhm. lui donne des documents, il me donne le montant à payer en impôts et en TVA et merci, au revoir. Mais vraiment voir son expert comptable non pas comme un coût, mais comme un investissement. On dit la même chose chez WeInvest. C'est vrai? Ouais. Ben Un voilà. agent immobilier n'est pas un coût, mais un investissement. Ben voilà, Voilà. c'est exactement la même chose pour le coup. Et puis, peut-être dernière question, peut-être davantage philosophique, mais comment est-ce qu'on peut transformer sa comptabilité en un levier de croissance plutôt qu'une contrainte, hein, parce qu'on ne va pas se le cacher, à part les experts comptables, il n'y a personne qui aime la comptabilité.
Moi, je pense qu'une fois qu'on a fait cette session d'onboarding avec nos clients et qu'on leur a expliqué le jeu des frais professionnels, Mmh. ça devient limite attractif. D'accord. Donc, c'est intéressant et attrayant. Mais donc, comment transformer la compta en levier de croissance? Il n'y a rien à faire. C'est toute bonne comptabilité tenue correctement permet d'avoir une visibilité, permet d'anticiper et donc permet d'agir. Super. Bah, écoute, un tout grand merci, Vincent. Écoute, merci à toi de m'avoir invité. Je laisse tes coordonnées. Si les gens veulent en savoir plus sur Catalyst, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. De toute façon, voilà, ils ont accès à tout, hein. Avec grand plaisir. Et donc, on a toujours cette session, entre guillemets, on va mettre le QR code Mhm. en ligne. Et donc, on a une session de 15 à 30 minutes avec potentiellement des gens qui se posent des questions sur leur propre situation fiscale. Et on sera ravis de les avoir. Donc, c'est un question-réponse, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est un QR code qu'ils peuvent scanner. Ils peuvent arriver sur l'agenda d'un de mes collaborateurs D'accord. ou mon agenda en fonction des disponibilités. Et ils présentent un peu, ils répondent à toute une série de questions sur leur situation fiscale. Et on arrive en essayant d'optimiser leur situation. Donc, on fait ça dans le cadre de ce webinaire-là pour les agents immobiliers exclusivement. Génial. Ok, bah, un tout grand merci en tout cas.